Donc bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'être venu à Menton. Ce soir, je vais vous faire une présentation sur la situation énergétique. On va parler de la France, de l'Europe et du monde. Voilà, c'est ambitieux. Je me présente rapidement, donc j'ai 46 ans, je vis à Menton depuis 2010, ça fait 12 ans. Je rejoins les Patriotes en 2021. En particulier avec ce qui s'est passé pendant la crise Covid, j'ai tout de suite complètement suivi Florian Philippot sur ses positions. Dès 2020, où il a fait des manifestations contre le pass sanitaire, qui à l'époque était une vision complotiste des choses. Et puis j'ai pris ma carte orange voilà, en 2021. Donc je suis ingénieur procédé. J'ai 21 ans d'expérience dans l'industrie. J'ai commencé 2 ans sur un site de production, une raffinerie, la plus grosse raffinerie du groupe Total, à Anvers. J'ai fait 1 an dans le traitement des eaux de ville, c'était chez Degremont à Paris. Donc un secteur à la fois proche au niveau des procédés, mais très très différent économiquement évidemment. Et puis ça fait 18 ans que je suis dans l'offshore pétrolier et gazier, donc 5 ans à Paris, dans une petite entreprise, Doris Engineering, une entreprise qui fait à peu près 500 personnes. Et depuis 13 ans chez SBM Offshore à Monaco, certains doivent connaître ici, une des grosses entreprises de Monaco, Single Boy Mooring, qui est une société assez importante avec plusieurs milliers de personnes et un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros par an. Donc les objectifs de cette présentation, je voudrais donner une vue d'ensemble de la production d'énergie, donc du point de vue de l'industrie, essayer de partager un petit peu mes expériences et mes connaissances du domaine avec vous. Donc il y aura surtout donc, sur le pétrole, le gaz et sur l'électricité. Donc je ne suis pas dans l'électricité, mais je vais essayer quand même de présenter quelques éléments. Et voilà, un deuxième objectif, de faire le lien avec la crise actuelle, l'explosion des prix de l'électricité en particulier. Donc je vais faire 3 parties, une partie assez générale qui montre donc, les enjeux liés à la souveraineté énergétique, une deuxième partie dédiée à mon domaine, le pétrole et le gaz, et enfin une troisième partie sur l'électricité. Donc voilà, pour commencer, donc la notion de mix énergétique, dont on entend beaucoup parler, il y a le mix électrique, le mix énergétique, c'est la proportion en fait de chaque part dans l'ensemble de la production et de la consommation des énergies dans un pays, par exemple donc ici la France. Donc sur l'ensemble du mix énergétique, on est à 40% nucléaire par exemple. Sur le mix électrique, on est entre 75 et 50%, on va revenir là-dessus. Un mix énergétique qui évolue un petit peu, on voit selon les années, mais qui est relativement stable. Ici, un petit graphique. Donc on a mis beaucoup de sources dans la présentation. Elle sera disponible, je crois, sur le site. Donc vous pourrez vérifier tout ça. On voit ici la demande dans une journée, la façon dont c'est pris en charge les pics de consommation. Celui-là, pour montrer la différence avec le mix européen, on voit que la part du nucléaire est plus faible, on n'est plus à 40%. Malheureusement, sur ce camembert, il n'y a pas les pourcentages, mais si vous allez sur le site, ils apparaissent quand vous cliquez dessus. On voit aussi une grosse différence, la part des charbons, ici qu'on n'avait pas tout à l'heure, la part des charbons est très très faible en France. Ici on voit un schéma intéressant, on voit la France est encore très excédentaire, on exporte 84 TWh, on n'en importe que 28. Donc c'est un des secteurs où on est excédentaire, vous savez que notre balance commerciale malheureusement est très déficitaire. C'est pas le cas pour les échanges énergétiques. En tout cas l'électricité. Ici, pour vous montrer pays par pays membre de l'Union Européenne, si j'ai mis ce graphique ici, c'est pour insister sur le fait que comme sur énormément de sujets dans l'Union Européenne, on a de très très fortes disparités. On a dit la France, on a une grosse part du nucléaire, vous voyez, elle est ici.
La partie orange, c'est dans les autres pays, vous voyez, elle est parfois inexistante. Elle est en général beaucoup plus faible. Et là, au contraire, les charbons sont parfois très importants dans certains pays, ce qui n'est pas le cas en France. Et le gaz également, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine depuis un an. Et bien, comme sur tous les sujets, vraiment, les enjeux pour chaque pays de l'Union européenne, et les intérêts et les enjeux sont très très différents d'un pays à l'autre. D'où certaines difficultés qu'on peut avoir dans l'Union européenne. Là, je passe au niveau mondial, avec donc des macarons similaires. On voit le nucléaire qui est plus qu'à 5% du mix énergétique mondial. Le charbon qui est à 27%. C'est assez colossal. Et un petit graphique aussi, on va essayer de parler un peu d'environnement ce soir. On voit que forcément, un des aspects négatifs du charbon, c'est que même s'il représente 27% de la consommation d'énergie, il est à l'origine de 44% des émissions mondiales de CO2, du dioxyde de carbone. Deux petits graphiques qui montrent l'évolution du mix en 30 ans, donc depuis 90 jusqu'à 2011. On voit que le charbon, par exemple, a augmenté. C'est assez surprenant, mais c'est la réalité. Le pétrole a diminué, le nucléaire est relativement stable. Je vous ai mis une petite projection, je pense que ça vient d'un rapport du GIEC. Si on veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement, il faudrait que le charbon baisse. Donc il est à 29%, là on nous le mettrait à 18%. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Mais vous voyez, le nucléaire, au passage, qui passe à 10%. Donc nous on ferme les centrales nucléaires en France. Mais il est quand même assez clair que si on veut rester dans l'objectif de 2 degrés, il faut compter sur le nucléaire. Alors certaines diapositives sont plus chargées et je ne vais pas m'amuser à tout vous lire dans le détail. On l'a conçu aussi comme un petit peu une source d'information pour vous. Voilà. Qui consomme le plus? Ici, on voit l'importance des data centers, qui est 2%. Moi, j'ai vu des chiffres qui étaient supérieurs à ça, donc ça dépend aussi des sources. Voilà, je reviendrai dessus tout à l'heure. Sur l'énergie, parfois, il y a vraiment des grosses différences de chiffres d'une source à l'autre. On remarque que certaines industries consomment de grandes quantités d'énergie et pendant ce temps-là, oui, on nous demande de baisser notre chauffage à la maison pour réduire les consommations, mais c'est franchement pas le plus gros consommateur. Ici, au centre, on a fait une petite présentation pour faire remarquer que la France paye très cher son énergie sur le marché. Ce qui va en dépit du bon sens. On devrait payer beaucoup moins cher notre énergie en France. On l'a vu, on est excédentaire, on a une énergie qui était abondante jusqu'à ce qu'on entretienne correctement notre parc nucléaire français. Et maintenant, on la paye à des prix pas possibles. On reviendra dessus plus tard. Ici, un petit laïus sur les aides qui sont proposées actuellement aux entreprises. Avec aussi, on y reviendra, le bouclier tarifaire et les prix plafonds. Une petite diapositive là on va pas parler de toutes les matières premières, mais j'ai voulu ici simplement montrer le cas de l'uranium, qui est les combustibles pour le nucléaire, pour dire que voilà, la situation va varier d'une matière première à l'autre. On a ici par exemple un acteur dont on parle assez peu, qui est le Kazakhstan. Vous voyez, il est enfoncé, donc c'est un des acteurs majeurs du secteur. On a l'Australie aussi. Après, on a des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie qui sont présents, comme sur beaucoup d'autres sujets. On remarque aussi que l'Europe, voilà, on n'a pas d'uranium, donc l'indépendance énergétique française peut être assurée grâce au nucléaire. Encore faut-il s'entendre avec les pays qui produisent de l'uranium. Ici, donc c'est la même chose, mais avec des chiffres. Donc je vous ai parlé du Kazakhstan, vous voyez 28%, c'est énorme. Mais des gros acteurs comme le Canada et l'Australie, dont on ne parle pas tellement souvent, on entend plus parler voilà, d'autres pays dans lesquels on a eu des soucis.
Quelques noms d'entreprises sur l'uranium, les entreprises avec lesquelles il faut compter. Pareil, elles sont assez peu connues, c'est pour ça aussi que j'ai tenu à les mettre ici. On connaît tous Areva, mais je ne suis pas sûr que dans cette salle, moi-même, je ne connaissais pas bien ce genre de nom, hein, alors que ce sont des acteurs majeurs en fait, pour la stratégie mondiale. Une petite phrase pour terminer, là, on va y revenir aussi sur les mines. Les mines, vous voyez, on est de quelques centaines de ppm, donc ppm c'est parti par million, ça veut dire c'est quelques centaines de grammes par tonne à exceptionnellement 20%. Quand vous avez quelques centaines de grammes par tonne, ça veut dire que pour une tonne pour produire quelques centaines de grammes d'uranium, vous allez devoir avoir des débris d'une tonne. Alors, on en vient à mon domaine, hein, le pétrole et le gaz, avec une première diapositive sur la question de l'estimation des réserves. Rien n'est simple dans ce domaine. Vous voyez, on a déjà trouvé bon d'avoir des réserves prouvées, des réserves probables et des réserves possibles. Donc 1P, 2P, 3P, ou alors 1P c'est P90, ça veut dire que vous avez 90% de chance que ça puisse être produit. 50%, 10%, 3P, c'est la somme de 1P, 2P, 3P. Voilà, donc quand vous entendez parler de réserves, c'est pas toujours très clair si elles sont prouvées, probables ou possibles. Et puis, on a aussi toutes sortes d'informations bizarres. Je vous ai donné un exemple. Je suis allé voir le site, l'École normale supérieure de Lyon. On se dit, ça va être des gens sérieux. Eh bien, ils nous disent que les réserves 1P en 2016 sont de 1,7 milliard de barils. Donc j'ai fait la correction, ils se sont quand même trompés d'un facteur 1000. Vous voyez, donc c'était pour 2016, je vous ai donné le chiffre en 2022, c'est environ 1500 milliards. Alors, le deuxième message en fait, de ce genre de sources, c'est qu'ils vont vous dire qu'en gros, le pétrole c'est 50 ans, le gaz, ils vous donnent un chiffre aussi qui probablement ne vous parle pas. Ils vous disent que ça fait 50 ans, et puis le nucléaire c'est 100 ans. Voilà. Donc tout le monde est d'accord là-dessus, les chiffres varient d'une source à l'autre, mais c'est 50 ans de pétrole, c'est 100 ans l'uranium. Voilà. Donc on a aussi cette notion peak oil, hein, j'ai traduit par pic d'huile. Moi, ça fait 40 ans que j'en entends parler, parce que j'ai 46 ans, mais je pense que les personnes plus âgées, ça doit faire 50 ou 60 ans qu'elles en entendent parler. Il y a 40 ans, 30 ans, on disait qu'il y aura un pic dû au fait que les réserves sont déclinantes. Donc un jour, il n'y en aura plus, donc forcément, on aura atteint le pic. Récemment, il paraît qu'on aurait déjà passé le pic. Mais bizarrement, la raison n'est plus la même. C'est plus parce que les réserves sont déclinantes, c'est parce que y a des raisons politiques derrière, qu'il faut réduire la part du gaz et du pétrole dans l'énergie. Donc on ferme les vannes et on essaie de trouver d'autres sources d'énergie. Et du coup, peut-être qu'ils seraient derrière nous. On verra. Je voulais vous dire aussi, savoir où on en est sur où trouver du pétrole et du gaz. En France, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu. J'ai voulu rappeler le gisement de Lac, qui nous a bien aidés. Il a produit quand même entre 1957 et 2013. Et puis, il contenait du soufre, donc il nous a permis de beaucoup apprendre dans le secteur. J'ai résumé là, le secteur par l'Institut français du pétrole, Total, Technip, pour l'ingénierie, mais bon, évidemment, c'est plus grand que ça, il y a tout un secteur lié au pétrole. On avait aussi du temps des colonies, des réserves en Algérie, par exemple au Congo, Gabon, en Guinée équatoriale. Je vous ai apporté un livre de 1960 où il vous montre toutes les cartes avec les permis d'exploitation qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, ces pays sont bien sûr indépendants, ils suivent leur route. Il y a des pays comme le Gabon où il n'y a plus grand-chose, hein. On est vraiment dans les fins des réservoirs. Mais on a des pays assez dynamiques, hein, encore, comme l'Algérie. Il y a des projets assez récents, des investissements importants. Et puis j'ai mis, et bientôt en Guyane,
parce que on espère toujours, je pense, en trouver là-bas, et on va voir pourquoi. La raison, bon, j'allais tout de suite là, c'est qu'on a la Guyana, donc la Guyane anglaise, qui est pas loin de la Guyane, où il y a eu des premières découvertes dans les années 2000, et ça marche très très bien. Donc voilà, je vous ai mis une breaking news, ça date de la semaine dernière, je crois. Ils ont encore trouvé, à chaque fois qu'ils forent, ils trouvent. Donc là, ils annoncent quand même une petite découverte de 11 milliards de barils de pétrole. À 100 $ le baril, ça fait quand même un petit peu d'argent. Donc on aimerait bien avoir des découvertes comme ça de 11 milliards de barils au large de la Guyane. Pour l'instant, c'est pas le cas. À chaque fois qu'ils ont foré, ils ont trouvé. C'est pas qu'il y en a pas, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas économique a priori. Donc Total, ils arrivent pas. Ils sont par contre sur le Suriname. Si vous connaissez bien la géographie, vous avez la Guyane française, le Suriname, la Guyana. Donc le Suriname est entre les deux, et là ils ont quelque chose qu'ils peuvent exploiter. Ils peinent un petit peu quand même à trouver un modèle, donc ils patinent un petit peu, ça prend du retard. Mais il y en a. Voilà, sinon j'ai rappelé bien sûr qu'on a beaucoup de pétrole au Moyen-Orient, onshore, à terre, aux États-Unis, en Russie bien sûr. Je rappelle voilà, la création de l'OPEP en 1960, qui avait fait un entrefilet à l'époque, ça faisait rire tout le monde. On avait dit que voilà, les sunnites et les chiites se mettraient jamais d'accord entre eux, et puis ce serait toujours les mêmes qui allaient contrôler les choses, mais aujourd'hui on voit à quel point ils pèsent bien sûr dans toutes les décisions qui sont prises et sur le prix du pétrole. Un petit graphique encore sur ces ressources. On trouve ce genre de choses qui sont quand même assez incroyables. Quand on y réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit, voilà, on nous annonce ce genre de... Bon, c'est sur Wikipédia, mais on nous annonce que voilà, le Canada, ils avaient des ressources prouvées, P1, voilà, qui était à 3 milliards de barils jusqu'en 2002. Et puis en un an, ils sont passés à 180 milliards de barils. Voilà. Pareil, au Venezuela, c'est peut-être encore plus étonnant, parce que ça fait quand même, ils ont cherché depuis très longtemps, ils exploitent depuis très longtemps, et puis voilà, vous avez tout d'un coup des découvertes, mais pas... Enfin, je veux dire, ils triplent les découvertes comme ça en 1 an ou 2 ans. Donc c'est toujours assez surprenant. L'Arabie Saoudite, par exemple, aussi, ils produisent des milliards de barils, mais les réserves sont toujours les mêmes. Vous voyez, ça augmente même un petit peu. Comme si il fallait, je sais pas moi, garder le prix constant de l'action. Non. On sait que, évidemment, les pays n'ont pas intérêt à tout dévoiler, de même que les compagnies pétrolières, donc finalement on sait qu'ils nous mentent. C'est assez clair. Il n'y a pas une compagnie pétrolière qui va vous dire exactement combien ils ont. C'est pas leur intérêt. Voilà, la production, on voit les pays que je viens de citer qui sont très présents, les États-Unis à 10%, l'Arabie Saoudite à 13%, la Russie à 13%, et puis aussi beaucoup d'acteurs, comme voilà, le Nigeria, l'Angola, le Venezuela, le Canada. La production de gaz, des acteurs parfois un peu différents, avec effectivement, est-ce qu'ils apparaissent ici ouais, le Moyen-Orient peut-être pas très bien, ouais, celui-là est moins détaillé, mais oui, dans le gaz, on a l'Iran, le Qatar par exemple, qui sont très présents. Voilà. On voit ici l'Iran quand même à 4% de pétrole, mais je pense que dans le gaz, c'est bien plus important. Une petite carte sur le charbon maintenant. Alors j'ai mis cette petite phrase un peu provocatrice. Est-ce que c'est l'énergie des superpuissances? En tout cas, on retrouve les États-Unis, la Russie et la Chine dans des couleurs orange, rouge. Et la Chine, qui a plus de 50% de la production mondiale de charbon. On voit effectivement, au moins les deux sources ont l'air d'être en cohérence. 1900, c'est quoi l'unité? Mégatonnes d'équivalent pétrole, apparemment.
Bon, 1900 sur 3700, c'est à peu près 50%. Donc ça, c'est cohérent. Et alors l'explication, à mon avis, voilà, on voit à quel point le charbon a soutenu la croissance de la Chine, croissance qui explose depuis le début des années 2000. On voit la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Chine aurait pu avoir un tel développement sans le charbon? A priori, non. Alors un léger déclin aux USA, j'ai été gentil, c'est quand même très très stable, pareil, les Américains continuent à quand même bien reposer sur le charbon. Une petite diapositive générale sur l'environnement. J'ai voulu voilà, passer quelques messages ici. Le premier message, donc, on entend tout le temps parler du dioxyde de carbone. Donc c'est aujourd'hui, disons, le point de focalisation de toutes les politiques environnementales. Alors, voilà, je fais une première remarque, c'est en contradiction totale avec le fait qu'on ferme des centrales nucléaires, puisque les centrales nucléaires ne produisent pas très peu de dioxyde de carbone. Au-delà de ça, on peut rappeler, je vous ai mis un petit lien sur une vidéo là, de François Gervais, qui nous dit merci au CO2. Il rappelle quand même que le CO2 n'est pas qu'un produit toxique ou un gaz à effet de serre, c'est aussi bien utile. Sans CO2, il n'y aurait pas de vie sur Terre. On est d'accord. Mais au-delà de ça, c'est pas le seul gaz à effet de serre, déjà. Et d'où aussi les autres aspects que je voulais évoquer rapidement ici. On a l'élevage qui est le premier émetteur de méthane. Le méthane, c'est bien pire que le dioxyde de carbone, comme gaz à effet de serre. Heureusement que l'élevage ne produit pas autant de méthane que nos industries produisent de dioxyde de carbone, mais quand même. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas y faire grand-chose. On ne va pas mettre des pots catalytiques sur les vaches. Voilà, donc... aussi les déjections, et puis je voulais rappeler, je vous ai mis le lien ici sur ces premiers chiffres, mais je crois que c'était pas, ils n'en avaient pas parlé ici, mais je rappelle que l'élevage, c'est une cause majeure de déforestation, et que quand vous supprimez un arbre, vous supprimez environ, c'est les chiffres qu'on trouve assez facilement, 25 kg de CO2 par an qu'on perd en capacité d'absorption. Donc finalement, voilà, tout ça s'accumule. Et l'élevage reste un gros problème environnemental. C'est pas simplement en réduisant nos émissions industrielles de CO2 qu'on va régler le problème. Un autre aspect, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Aurore Stéphan, je vous ai mis ici une conférence qu'elle a faite, mais elle a fait aussi il y a aussi d'autres vidéos d'elle qui sont disponibles sur YouTube. Elle nous alerte sur l'extraction minière, c'est impressionnant. On oublie justement, quand on se focalise simplement sur les émissions de CO2, on oublie que par exemple si on veut recomprimer le CO2, il faut un compresseur. Le compresseur, il faut le fabriquer avec des métaux, et les métaux, il faut aller les chercher dans les mines. Et les mines, c'est un souci énorme d'un point de vue environnemental. Donc voilà. On a, je crois, le PDG Total qui disait récemment qu'une des limites au CO2, c'était le prix de la tonne de CO2. Je pense personnellement que si on continuait d'augmenter indéfiniment le prix de la tonne de CO2, on se retrouvait dans une situation absurde. On se mettrait justement, tout projet visant à réduire les émissions de CO2 serait rentable. Et du coup, on se mettrait à construire des machines énormes pour capter le CO2, alors que ces machines-là ont un impact énorme sur l'environnement. Donc, il faut trouver une juste mesure. Voilà pour cette partie introductive et générale. Je vais revenir maintenant plus précisément sur le pétrole et le gaz. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu. Les acteurs du secteur, on avait, jusqu'en 1973, on avait les 7 sœurs. Les compagnies comme BP, Chevron, Shell, toutes ces grandes compagnies qui étaient essentiellement américaines et puis néerlandaises. À la suite de la création de l'OPEP, on a eu des compagnies qu'on a appelées les 7 nouvelles sœurs, qui sont en fait des compagnies qui dépendent des pays, des compagnies nationales.
comme Gazprom, très connu, Petrobras au Brésil, Petronas, et puis voilà, en Iran, en Chine. Et face à ces nouvelles sœurs, on a maintenant les 5 majors, hein, comme au basket, avec toujours Shell, Exxon, BP, Chevron et Total. Il y en a moins parce que, vous voyez, elles ont fusionné. Hein. Exxon et Mobil ont fusionné. En fait, les Standard Oil, là, Standard Oil, ça veut dire Esso. Hein, vous voyez, il y avait plusieurs Standard Oil. Il y en avait une qui s'appelait Esso. Mais bon, elles ont toutes fusionné avec Exxon et puis avec Mobil. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus que 5 majors. Et avec Total qui est arrivé dans ce top 5 après la fusion dans les années 99-2000 avec Elf et Fina. Pour vous présenter comment sont structurées les compagnies pétrolières, ceux qui ne sont pas dans le métier ne le savent pas forcément, il y avait traditionnellement 3 branches. L'amont, l'aval, la pétrochimie, et voilà, depuis une vingtaine d'années, on a maintenant aussi une branche dédiée aux énergies renouvelables. L'amont, c'est l'exploration, le forage, le développement des champs pour produire le pétrole brut et le gaz. Le gaz brut, hein, une fois qu'il est produit, lui, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Alors que le pétrole brut, il va falloir le raffiner, et ça, ce sera dans la branche aval. Donc on va transformer le pétrole brut en produit raffiné, l'essence, le kérosène pour les avions, le diesel pour les voitures, le fuel domestique, et puis tout un certain nombre de produits comme les cires pour faire des bougies, le bitume pour faire les routes, etc. etc. Ici, si vous avez remarqué, vos huiles pour les moteurs sont plus chères que l'essence ou que le diesel, ça vient de raffineries spéciales. Il y en a une au Havre, à côté de la raffinerie pour le pétrole. Vous avez une raffinerie qui s'appelle une raffinerie des huiles, qui vont produire ce genre d'huile à haute valeur ajoutée. La partie aval inclut en général aussi tout ce qui est distribution, hein, les milliers de stations essence qu'on peut avoir dans un pays dépendent de cette branche-là, et puis tout ce qui est trading aussi sur les marchés. Enfin, la pétrochimie, voilà, qui est une autre branche avec aussi des enjeux un peu différents. Ça part, vous allez voir dans le schéma de la raffinerie tout à l'heure, ça part du craquage du naphtha et qui permet de produire de l'éthylène et du propylène, et ensuite on va faire des polymères, donc le polyéthylène, le polypropylène, et puis tout un tas d'autres polymères, tout un tas de plastiques avec plus ou moins de valeur ajoutée, plus ou moins de production. Donc vraiment des thématiques assez différentes. En ce qui concerne nos entreprises françaises, hein, Total était traditionnellement présent sur l'amont et l'aval, toujours. Elf était présent un peu partout, mais avait Elf-Atochem, hein, qui était la partie pétrochimie. Fina également, avait Petrofina, avait de la pétrochimie et assez peu en amont et beaucoup d'aval. Et c'est comme ça que Total maintenant a vraiment les 3 branches. Ils ont cette partie pétrochimie, du coup, qu'ils avaient très peu avant la fusion avec Elf et Fina, qui est maintenant une partie importante. Et puis donc les énergies renouvelables, voilà, dans les compagnies pétrolières, ils ne sont pas forcément trop impliqués sur toutes les énergies renouvelables. En fait, on va voir pourquoi, peut-être vous allez comprendre sur une des diapositives. Ils ne sont pas forcément adaptés pour être sur tous ces marchés-là. Donc ils ont essayé, hein, si vous voyez des vieilles publications de Total il y a 20 ans, ils ont essayé de faire même du solaire, etc. Ils ne sont plus forcément dedans, ils se sont refocalisés sur des choses où ils étaient plus compétitifs. Quelques photos maintenant voilà, de plateformes. Quels sont les différents types de plateformes qu'on peut avoir en mer? Voilà, bon, je ne sais pas si c'était un choix très judicieux, je vous ai montré une plateforme qui est très célèbre pour ceux qui sont dans le secteur, parce qu'elle a explosé la Deepwater Horizon. Il y a eu un film hollywoodien qui a été sorti dessus. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée, voilà, de la taille de ces structures. Ça, c'est une plateforme de forage, donc, qui était sur le golfe du Mexique.
Ici, c'est une plateforme de production, surtout de gaz et un petit peu de condensat. Je l'ai mise aussi parce que, voilà, d'un point de vue personnel, j'ai travaillé un petit peu sur ce champ. Ils en ont fait comme ça, vous voyez, vous avez chaque plateforme qui produit 1 milliard de pieds cubes par jour et qui sont regroupés en hub, etc., avec des pipelines d'export vers le rivage. Et donc ça, ce sont vraiment les plateformes traditionnelles, vous voyez, avec une structure fixe. Ici, donc ça, ce sont des plateformes flottantes. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez, Espírito Santo, on est au large du Brésil. Sous cette plateforme, il y a 1700 mètres de profondeur. Donc vous imaginez bien que faire une structure fixe de 1700 mètres, ça devient compliqué. La tour Eiffel fait 300 mètres. Donc c'était plus possible. Donc ce qu'ils ont fait, par exemple, ça c'est une conversion d'un supertanker. Donc cette société SBM Offshore, on est spécialisé dans la conversion de supertanker. On prend le supertanker, on prend sa capacité de stockage et on le convertit en une plateforme pétrolière. On lui met un système d'ancrage. Vous voyez, j'ai appelé ça tour d'ancrage en français. En anglais, c'est turret. Ici, c'est interne. On fait un trou dans la coque et on va mettre cette tour d'ancrage qui permet d'avoir un système d'ancrage simple point. SBM, Single Buoy Mooring. Mooring, ça veut dire ancrage. Single Buoy, ça veut dire une seule bouée. En fait, un seul point. Pourquoi? Parce que si vous voulez ancrer un bateau et qu'il soit fixe, en général, il vous faut 4 points d'ancrage. Ouais. Eh bien, ici, on n'a qu'un seul point d'ancrage, ce qui signifie que, en fait, cette partie-là, la partie qu'on appelle topside, peut tourner à 360 degrés autour de cette tour d'ancrage. Cette tour d'ancrage est fixe. Vous imaginez bien que sous la mer, là, il ne faut pas que ça bouge. Donc, on les voit ici. Là, c'est le système d'ancrage, donc c'est le même système, sauf qu'il est externe. Hein. On n'a pas fait de trou dans la coque cette fois-ci, on l'a clippé sur l'avant du bateau. On voit ici les chaînes d'ancrage, on voit, si on a des bons yeux aussi, les risers de production, donc les tuyaux qui viennent du sous-sol marin. Voilà, et je vous ai mis une dernière photo. Ça, ce sont des générations 2, on appelle ça. C'était déjà, ils étaient conçus pour environ 100 000 barils par jour. On avait déjà 10-15 000 tonnes d'équipement là sur le pont. Aujourd'hui, vous voyez, on a ça. Donc deux différences majeures, on n'a pas la tour d'ancrage. Donc ici, le système d'ancrage est fait par un système d'ancrage spread moored. Bon, je ne sais pas en français si on pourrait traduire par ancrage étalé. Et vous voyez, on a des topsides là, qui sont de plus en plus chargés. Hein. Si vous n'avez pas bien vu celle d'avant, vous voyez, quand on le revoit, ça devient évident. On est passé de 10-15 000 tonnes à ici... c'est Unity, 25 000 tonnes, je crois, et on a des projets, on a 40 000 tonnes d'équipement sur les topsides. On a la torche ici, vous avez vu, qui est un petit peu plus grande aussi. On dépasse allègrement les 100 mètres maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ces plateformes? Eh bien, on a trois produits principalement. On a du gaz, de l'huile et de l'eau qu'il va falloir traiter. Le gaz, on va lui enlever l'eau. Pourquoi? Parce que si on a de l'eau dans le gaz, c'est pas simplement que ça se passe pas bien, c'est qu'on peut tout boucher. Pourquoi? Parce qu'on va former des hydrates, en particulier quand la pression augmente et quand la température diminue, on va former ce qu'on appelle des hydrates de méthane, qui sont comparables à de la glace, encore plus durs. Ce sont vraiment des blocs solides, et ça peut tout boucher. Donc on a une spécification sur justement l'eau dans le gaz. On va traiter le gaz, donc pour sécher on va utiliser des unités au glycol, un procédé par absorption, ou bien des tamis moléculaires. Chez SBM on a surtout des unités de TEG. On va aussi, s'il y a des impuretés, on va les enlever. Donc, par exemple le dioxyde de carbone. On a parfois des réservoirs qui contiennent 40%, 50%, 60% de dioxyde de carbone. Donc on ne va peut-être pas vendre le dioxyde de carbone au prix du gaz.
Parfois, si. En fait, moi j'ai travaillé sur un projet où en fait la spec était à 20% de dioxyde de carbone. Ça veut dire que on produisait à 40%, dans le réservoir vous aviez 40% de dioxyde de carbone et vous deviez le vendre à 20%. Donc on avait des membranes qui permettaient d'enlever que 20% du dioxyde de carbone. Donc on ne se permettait pas de produire simplement 10% de dioxyde de carbone, vous comprenez bien. Si on a du soufre ou du mercure, on va devoir aussi le retirer pour différentes raisons. Le soufre étant extrêmement toxique et corrosif, pareil, on ne va pas vendre ça aux clients, personne n'en veut. L'huile, il va falloir d'abord la stabiliser. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que dans les cuves de stockage qui sont atmosphériques, on ne voudrait pas avoir du gaz, ce serait super dangereux. Donc on va le stabiliser, on va avoir une spec qui s'appelle la TVP, la True Vapor Pressure. En fait, le traitement consiste à chauffer. Vous chauffez, ça dégaze, et vous refroidissez, vous n'avez plus de gaz. Voilà. Et cette huile, il faut aussi lui enlever l'eau par des traitements électrostatiques. Donc on a des gros bidons avec des grilles électriques qui permettent de séparer l'huile et l'eau. Donc on va avoir une spec ici d'eau dans l'huile. Et enfin, l'eau de production. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, soit on l'injecte dans le réservoir, c'est assez rare. La plupart du temps, on la renvoie à la mer. Donc, il est bien évident qu'on va devoir enlever l'huile. On ne va pas s'amuser à envoyer de l'huile dans la mer. Donc, on va avoir une spec très contraignante sur l'huile dans l'eau aussi. On va également enlever les solides. Et pour ça, on va utiliser des procédés, des hydrocyclones, de la flottation. Ce genre de choses, on envoie de l'air, l'air va entraîner l'huile et va remonter à la surface et l'eau va être en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les plateformes? On a de l'eau spécifique d'injection pour maintenir le réservoir en pression. Donc on va la pomper, de l'eau de mer, on va la filtrer, on va enlever les sulfates qui ne causent pas de problème dans les réservoirs, on va enlever l'oxygène qui est corrosif. Dans une tour sous vide par exemple, maintenant il y a d'autres procédés et on va avoir des pompages d'injection à haute pression pour injecter l'eau dans le réservoir. Et aussi on va avoir toutes sortes d'utilités, donc on va avoir une grosse production d'électricité, il faut faire tourner toutes les machines, donc on va avoir des gros turbo-alternateurs, typiquement 100 MW de production d'électricité sur les plateformes que je vous ai montrées. Une torche, on l'a vu, plus de 100 mètres. On va avoir besoin d'air comprimé, d'azote, donc il va falloir produire tout ça. On a des membranes pour produire de l'azote. On va avoir tous les systèmes de drainage, on va avoir des produits chimiques, etc., etc. Donc ça explique les 15 000 tonnes ou les 40 000 tonnes d'équipement. Comment s'organise un projet? Eh bien, vous allez avoir la gestion de projet, bien sûr, la relation avec le client, le planning du projet, le contrôle des coûts, des achats. Je ne dis pas que c'est simple, mais ce sont des disciplines un peu générales qu'on va avoir un peu dans tous les projets industriels. On va avoir une partie sur l'ingénierie, la partie technique. Donc je vous ai mis, pour vous donner une idée, toutes les disciplines qui sont impliquées sur un projet. Donc, par exemple, les procédés, ça c'est ma discipline. Mais on a aussi l'instrumentation, la mécanique. J'ai oublié l'électricité, qui est évidemment très importante. On a les parties sous la coque avec la marine, la structure, l'hydrodynamique, les systèmes d'ancrage. On a tous ces gens qui sont spécialisés. Donc il faut faire travailler tout ce petit monde. Et les caractéristiques d'un projet, c'est qu'on a des coûts qui sont très importants. On est dans l'industrie lourde. Chaque projet pétrolier, on parle en milliards de dollars d'investissement, donc il faut que ça rapporte des milliards de dollars, sinon personne ne va mettre son argent dedans, d'où le fait qu'aujourd'hui en Guyane il faudra investir des milliards mais ça ne rapporterait pas des milliards, donc personne ne veut le faire. Donc une complexité technique très importante, il faut gérer tout ça, aussi des intervenants dans le monde entier. Je vous ai mis un exemple par exemple sur un projet assez standard qu'on peut avoir chez SBM. On va avoir la plateforme qui sera au Brésil, le client, la compagnie pétrolière qui sera par exemple à Houston, nous on sera à Monaco, on aura la construction de la plateforme qui sera en Chine. Il faut faire travailler tout ce monde-là, avec parfois, vous voyez, entre Houston et la Chine, 12 heures de décalage horaire.
Là, on a eu récemment, pendant le Covid, on avait des meetings en ligne avec des gens du Brésil, des gens de Monaco et des gens de Kuala Lumpur. Donc moi j'ai fait comme ça pendant des semaines, j'avais 9h, 16h, ce qui était confortable pour moi, mais les Brésiliens ils se levaient à 5h du matin et les Malaisiens ils se couchaient à 22h le soir. Et donc le temps long c'est une caractéristique très importante des projets pétroliers. Entre le moment où vous découvrez qu'il y a du pétrole et le moment où vous allez récupérer votre première goutte d'huile, il va se passer plusieurs années. Et ça c'est une différence très très importante avec les énergies renouvelables. Dans les éoliennes par exemple onshore, ça va vous coûter quelques millions, mais en bout de 2-3 ans votre champ d'éolienne il est prêt et vous produisez l'électricité. Donc les échelles de temps sont totalement différentes, la complexité est totalement différente aussi au niveau des intervenants. Dans les éoliennes vous avez besoin de gens d'électriciens, la structure, l'hydrodynamique, vous avez 3 disciplines et c'est terminé. Donc c'est beaucoup plus facile aussi de faire travailler toutes ces 3 disciplines que 15-20 disciplines. Alors, sur l'environnement, la réputation est très très mauvaise du pétrole et du gaz. On ne va pas se cacher les choses. Donc il y a des éléments à charge. Je vous ai mis ici le lien d'une émission très récente sur France Culture, où on vous dit qu'on a toutes les preuves que les pétroliers savaient depuis les années 60, c'est-à-dire qu'il y a des gens chez Exxon qui avaient déjà prédit dans les années 60 exactement ce qui allait se passer aujourd'hui. Ils l'ont dans un premier temps dit, puis ils ont dit que c'était pas vrai, puis on a vu que c'était vrai. Voilà. Cela dit, depuis maintenant un certain temps, on a cette focalisation, comme j'en parlais tout à l'heure, sur le CO2. Donc concrètement, dans tous les projets récents, on a des réglementations qui sont drastiques sur le torchage. On récupère tout ce qu'on peut. Avant, des petits débits, j'ai mis le petit débit entre guillemets, à l'échelle de ce qu'on produit, on avait des petits débits qui étaient relâchés à l'atmosphère. Maintenant, tout est récupéré, recomprimé. On a des systèmes de torches fermées, c'est-à-dire que la torche, avant, c'était un système qui était tout le temps allumé pour être sûr que ça marche quand on avait besoin que le feu soit bien pris. Aujourd'hui, on a des torches éteintes qui sont fermées et qui ne s'ouvrent qu'en vrai cas de besoin. Vous voyez, il n'y a même pas un balayage continu. On fait de l'intégration thermique, en particulier la cogénération. Donc on a maintenant, sur les turbines à gaz, on se sert de la chaleur des gaz d'échappement pour faire tourner une turbine à vapeur qui elle-même va aussi produire de l'électricité. Vous voyez, ça permet d'économiser 10, 15, 20% des émissions de CO2, donc c'est pas négligeable. On installe aussi plein de choses, comme là j'ai mis les installateurs de variateurs de vitesse. Dans le temps, on avait pratiquement toutes les machines étaient à vitesse fixe, et si la demande diminue, c'est pas grave, on recycle. De toute façon, l'énergie est gratuite entre guillemets quand vous en avez à disposition comme ça dans le réservoir. Maintenant, on fait de plus en plus attention. Un autre aspect que j'ai voulu mentionner, les biocarburants et l'engagement des pétroliers dedans. On a ici dans la région, à côté de Marseille, on avait une raffinerie de brut, la raffinerie Lamed. Cette raffinerie a été totalement convertie en raffinerie de biocarburants. Si vous savez, je ne sais pas. Je vous ai pas mis de lien, mais si vous allez si vous tapez sur un moteur de recherche, vous trouvez tout de suite les informations. Elle produit 500 000 tonnes par an. La raffinerie dans laquelle j'ai travaillé à Anvers, elle raffinerait 20 millions de tonnes de pétrole brut par an. Donc ça donne une idée des ordres de grandeur. Voilà, c'est un gros investissement pour des sociétés comme Total. Ils ont aussi licencié beaucoup de personnes pour faire ça. Ça, vous ne le trouverez pas sur le site. Les innovations futures, toutes les entreprises, on essaie aussi d'être innovants. Là, j'ai cité un cas de SBM Offshore. On a de la recherche-développement sur ce qu'on appelle le WEC, le Wave Energy Converter. Vous trouverez des informations sur le site si ça vous intéresse. Mais je ne peux pas trop vous en dire non plus, c'est assez confidentiel, et c'est pas encore à l'échelle de l'industrialisation.
Je vous ai mis ici la captation du carbone en innovation future parce qu'elle n'est pas encore, à ma connaissance, sur les plateformes offshore. Mais l'idée, ce serait de récupérer carrément tous les gaz de combustion et de les recomprimer, les réinjecter dans le réservoir pour avoir plus aucune émission. Ça coûte très très cher, ça prend de la place, donc c'est pas évident qu'on y arrive. Les pétroles et gaz de schiste, voilà, des acteurs très importants. Vous voyez, 35% de la production de gaz aux États-Unis. Voilà, un des rares points où je suis, et je crois que tout le monde, à peu près, chez les patriotes, est en accord avec l'Union européenne, pour une fois, on le souligne. On ne fait pas de fracturation hydraulique en Europe. Ils le font aux États-Unis. Ça leur mobilise des quantités d'eau très importantes. Ils envoient des dizaines de produits chimiques très agressifs dans les sols. Ils doivent déjà commencer à le payer, je pense, d'un point de vue environnemental, très cher. C'est probablement, voilà, on en parle assez peu, mais c'est probablement assez catastrophique. Moi, personnellement, je suis assez content qu'on ne le fasse pas en Europe, même si ça nous permettrait de produire évidemment du pétrole. On en a beaucoup dans la région parisienne, par exemple. Là, juste pour rappeler, voilà, le gaz naturel liquéfié. Donc, pour le liquéfier, on a besoin de le mettre à moins 162 degrés. Donc on a les méthaniers, les gens n'ont pas forcément cet ordre de grandeur, mais dans les cuves des méthaniers, on a un gaz liquéfié à moins 162 degrés. Il vaut mieux pas qu'il soit percé, ce serait assez catastrophique. Vous imaginez, oui, s'il y a des fuites thermiques importantes, tout se revaporise. Il ne faut pas être à côté. Les gaz de pétrole liquéfié, ce que vous avez dans la bouteille de gaz, c'est des GPL, c'est une coupe. Vous allez voir dans le schéma de la raffinerie, c'est essentiellement du propane et du butane. Donc deux origines, soit les condensats sur les champs de gaz, ce qu'on appelle les condensats, ce qu'on récupère comme liquide, soit les coupes C3 dans les raffineries. C3, C4. Voilà le schéma d'une raffinerie très très simplifié. Qu'est-ce qu'on fait dans une raffinerie? Eh bien, principalement, on essaie d'adapter on sépare ce qu'il y a dans le pétrole brut, c'est-à-dire que si on se contente de prendre un baril de pétrole brut et de le chauffer, de le mettre dans une colonne à distiller, on va produire de l'essence, du nafta, voilà. Les vapeurs d'essence et l'essence, ça peut être combiné, après on fait de l'essence, le kérosène pour les avions, tout ça, on va l'avoir, mais on ne sera pas du tout en ligne avec les besoins du marché. On va aussi avoir plein d'huiles lourdes et de résidus, etc. On ne sait pas trop quoi faire pour le marché. Donc l'idée de la raffinerie, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de convertir finalement ce qu'on appelle le fond du baril, ce qui est les produits plus lourds. On va les craquer principalement pour faire à partir de ce qu'on devrait simplement avoir comme diesel ou comme huile, on va refaire de l'essence. En fait, on va casser les molécules par le craquage, donc sous pression et avec des catalyseurs. On va aussi améliorer la qualité des produits. Si vous vous contentez de prendre la coupe nafta que vous avez distillée dans une colonne à distillation atmosphérique, eh bien vous aurez une essence qui sera avec un indice d'octane, disons, de 70. Alors qu'à la pompe, vous avez besoin de 95 ou 98 pour que votre moteur marche bien. Et donc, pour obtenir ça, on va avoir des unités de réformage. L'alkylation aussi sert à ça. Donc voilà ce qu'on fait. On enlève aussi le soufre, les impuretés, mais en particulier le soufre. Alors je vous ai mis les noms barbares des unités. L'HDT c'est pour l'essence, l'HDS c'est pour le diesel, la RDS c'est pour... la RDS c'est une unité assez rare mais qu'on avait à Anvers. En fait on va prendre des coupes très lourdes comme ça et on va la mettre dans des réacteurs à 180 bars avec des catalyseurs. Ça va nous permettre de faire de l'essence sans soufre. Donc vous partez d'un produit ici qui vaut rien, et à la fin vous avez une essence désulfurée qui vaut l'argent. Donc voilà. Donc les marges de raffinage, oui, sont parfois très faibles, voire négatives. Ça arrive. Aujourd'hui, elles ont explosé. Je ne sais pas complètement vous dire pourquoi. Apparemment, il y a plusieurs raisons qui interviennent. Je pense que bon, ça reste quand même instable et le raffinage reste
Un secteur qui est en décroissance, hein, les demandes de produits raffinés en Europe en tout cas hein, sont en décroissance, donc c'est un secteur qui se réduit. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle Total a transformé la raffinerie de la Mède en biocarburant, parce que aussi il y avait des besoins qui étaient moins importants. Voilà, c'était pour le pétrole et le gaz. Je vais faire une dernière partie sur l'électricité. Il me reste quelques minutes. Quelques chiffres pour commencer. Vous voyez, on ferme des réacteurs en France. On n'en a pas construit depuis des années. Il y en a quand même 57 qui sont en construction actuellement, dont 18 en Chine. Voilà, la France est encore peut-être hein, le pays le plus nucléarisé au monde. Hein. Donc je vous ai mis là c'est le mix électrique. Donc 75%, on avait 75% de notre électricité qui était d'origine nucléaire, alors que la moyenne mondiale est d'environ 10%. Mais l'objectif est de passer à 50%. Hein. Je crois que c'est toujours dans les textes de loi, ça n'a toujours pas été retiré. C'était l'objectif de campagne de François Hollande. Pourquoi 50%? Eh bien, je sais pas. Ici, je vous ai mis un lien, c'est l'audition du 29 novembre 2022. Vous avez une commission parlementaire qui essaie d'examiner un peu les raisons du désastre de la filière nucléaire française. Et l'intervenant, qui s'appelle Yves Bréchet, qui était un ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, vous donne une explication qu'il trouve complètement rocambolesque. Hein, pourquoi 50%? Voilà, on a aussi en France, hein, on n'a pas que du nucléaire, on a des centrales à gaz qui sont là, qui sont stratégiques en fait, parce que voilà, maintenant qu'on a un nucléaire déficient, elles permettent de répondre un peu à ça, mais et aussi de combler voilà, l'intermittence des énergies renouvelables. Voilà, le soleil et le vent n'étant pas toujours au rendez-vous, on a besoin d'avoir voilà, des centrales à gaz pour combler ces intermittences. Sur les centrales à charbon, on a vu, voilà, on en a dans 79 pays quand même, hein, avec une production qui est colossale. Hein. On parle là de 2000 gigawatts. Hein. Donc le parc nucléaire français, vous voyez, hein, 56 réacteurs. Au 29 décembre, il y en avait 21 à l'arrêt. Sans commentaire. La carte de France, hein, c'est bien réparti, hein, toutes ces centrales, tous ces réacteurs nucléaires. Donc 56 réacteurs, vous voyez, sur la carte du monde, on est loin d'être ridicule. Hein, 93 aux États-Unis, en Inde 23, vous voyez, en Chine 52, donc on a encore plus aujourd'hui apparemment de réacteurs nucléaires qu'en Chine. Ce ne sera plus le cas demain, évidemment. Alors bon, là, voilà, c'est un peu en dehors de mes compétences. On a fait les recherches pour cette présentation. Il y a différents types de réacteurs nucléaires, eau pressurisée, eau bouillante, eau lourde, caloporteur gaz, neutrons rapides. En France, on n'avait que des REP, hein, donc eau pressurisée, sauf Superphénix à neutrons rapides. Monsieur Bréchet, hein, dans son audition, en parle, et lui, voilà, il regrette hein, ce qui s'est passé. C'est à l'arrêt depuis l'automne 2009. C'est vraiment dommage. Bon, surtout quand on aime un peu la technique, vous voyez, ça permettait d'exploiter de façon plus complète les propriétés du combustible. Donc c'était vraiment très intéressant pour la production des déchets, etc., pour l'environnement. Ici, on rappelle oui, que le recyclage des déchets nucléaires, voilà, on en envoie beaucoup à la Russie. Voilà, un des aspects des tensions actuellement, ça peut devenir un peu difficile d'envoyer nos déchets nucléaires en Russie. Une seule installation permet vraiment de recycler l'uranium issu des combustibles utilisés dans nos 56 réacteurs. L'usine de Severs en Sibérie, donc en Russie. Donc voilà, je crois ils acceptent encore nos déchets. Pour combien de temps? Bon. Oui, alors une petite diapositive sur la dégradation du parc nucléaire français, j'en ai un petit peu parlé. Voilà, c'est essentiellement des raisons politiques.
Aujourd'hui, récemment, vous avez vu Emmanuel Macron se renvoie la balle avec François Hollande. Maintenant, Emmanuel Macron nous dit qu'il ne pouvait rien faire, que c'était décidé en amont, qu'il ne pouvait plus arrêter, qu'il fallait absolument fermer Fessenheim, et compagnie, et compagnie. Et puis François Hollande nous a dit récemment « Ah non, j'avais mis une condition à la fermeture de Fessenheim, c'est qu'il fallait que Flamanville démarre. » Donc Macron n'a pas respecté ce que j'avais dit, parce que Flamanville n'a pas démarré, et pourtant il a quand même arrêté Fessenheim. Donc voilà, il se renvoie la balle. Le désastre est quand même là. On avait aussi la possibilité d'étendre de façon assez considérable la durée de vie des centrales. Il faut faire les maintenances. Et si on ne les fait pas, elles sont à l'arrêt. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on ne construit pas des centrales nucléaires pendant 10 ans, on décapite tout le secteur nucléaire français. On a les vieux qui partent à la retraite avant que les jeunes arrivent, les jeunes qui viennent pas dans le secteur. Voilà, tout le secteur se sclérose, et maintenant on a tout un programme maintenant, ça y est, de relance, mais ça va être très difficile. On a vendu aussi des fleurons comme Alstom. Je crois que oui, Emmanuel Macron a participé environ à 10% de la vente du CAC 40 français, dont Alstom. Avec, on a vendu notre turbine Arabelle, qui était une des plus puissantes au monde. Une petite diapositive sur ce qu'on appelle le marché européen de l'électricité. Alors on a eu récemment, vous vous rappelez, des vaccins qui ne vous protégeaient pas de l'infection et qui ne vous protégeaient pas de la transmission. On a aussi un marché qui ne répond pas à la loi de l'offre et de la demande. Donc moi j'appelle pas ça un marché, c'est en réalité ce qu'on appelle le marché européen de l'électricité, c'est un mécanisme de fixation des prix de l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros un pays comme la France, on l'a dit tout à l'heure, elle va produire pas très cher son électricité, mais elle va la vendre très cher parce que le prix est fixé, pas par le marché européen, mais par le mécanisme de fixation des prix de l'électricité. Qui est donc fixé sur le prix du gaz. Donc si le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité augmente, alors que le prix du uranium n'a pas bougé et que votre coût de production d'électricité nucléaire n'a pas bougé. Cela nous empêche, on en rigole, mais ça nous empêche de profiter de notre avantage compétitif. Ça ne sera pas réformé. L'Allemagne n'a absolument aucun intérêt à changer ce mécanisme. Donc on aura le veto de l'Allemagne. Si on a le veto de l'Allemagne, on ne peut rien faire. Voilà, c'est une des raisons qui pourrait nous pousser à souhaiter le Frexit. Moi je vois pas trop comment faire pour sortir du marché, ce pseudo-marché européen de l'électricité, sans sortir de l'Union européenne. On a deux pays, je crois l'Espagne et le Portugal, qui sont sortis temporairement de cet accord de mécanisme, mais c'est pas sans leur coûter de l'argent. C'est pas, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des gens qui ont regardé aux Patriotes, on voit que leur situation n'est pas forcément tellement souhaitable. Et puis effectivement je vous ai mis ici un petit article, on voit que ce prix de l'énergie avec l'explosion des factures d'électricité, ça conduit aujourd'hui à des fermetures en série de restaurants, de boulangeries, on a tous entendu ça. Donc c'est un article du Figaro, le Figaro, il regrette les fermetures, mais en même temps il dit que grâce au gouvernement, ils ferment maintenant alors qu'ils auraient dû fermer il y a 2 ans. Mais grâce aux mesures Covid, grâce à tout l'argent, grâce au quoi qu'il en coûte, ils ont sauvé 2 ans, ils ont sauvé les boulangeries pendant 2 ans. Merci gouvernement. Voilà ce que nous dit le Figaro, encore aujourd'hui, c'est un article très récent. Une petite diapo sur ces boucliers tarifaires, ce qu'on a pour les particuliers, pour les copropriétés. Un prix barrière de l'électricité qui, franchement, quand on voit par exemple ce graphique du prix de l'électricité, on nous dit le prix est bloqué à 280 € le mégawattheure, mais quand est-ce que le prix est supérieur à 280 € le mégawattheure? Vraiment pas souvent. Donc c'est un peu se foutre du monde. Il était avant aux alentours de 65 €, voire moins.
mégawattheure. Aujourd'hui, on nous dit, vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais à payer plus de 280 € le mégawattheure. Merci, merci. Donc voilà, une dernière diapositive sur ce qu'on propose aux patriotes. On propose de réinvestir massivement dans le nucléaire, nouvelle génération, si possible, d'avoir la recherche et développement, de faire des réacteurs qui permettent de tirer au mieux l'électricité à partir du combustible. Sortir du marché européen de l'électricité, ce pseudo-marché européen de l'électricité, pour contrôler nos prix, avoir des prix qui sont beaucoup plus justes. Arrêter la libre concurrence qu'on a sur notre marché, reprendre... on n'est pas communiste chez les patriotes, mais on pense que effectivement EDF et GDF devraient rester comme ils étaient avant, sous contrôle de l'État. Qu'on arrête de construire des éoliennes sur tout le territoire, sauf sur la Côte d'Azur et à Paris, parce que dans les régions qui sont riches, il n'y a pas d'éoliennes, je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'en ai pas vu sur la Côte d'Azur, ça fait 12 ans que je suis là. Et puis, voilà, investir dans d'autres énergies. On n'est pas du tout réfractaire, on n'a pas que le nucléaire. Les patriotes, le programme, c'est pas le tout nucléaire, mais investir dans des vraies énergies renouvelables dans lesquelles on pense qu'il y a un potentiel bien supérieur, l'hydrogène, qu'il soit vert, gris ou bleu, les biocarburants à base d'algues, on a des mers, on a un littoral énorme en France, et puis dans les territoires d'outre-mer, on pourrait faire beaucoup de choses à partir des algues. Donc voilà. Le Frexit, comme sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro, du marché européen de l'électricité, pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. Voilà, rejoignez les patriotes si ce n'est pas déjà fait, et on retrouvera notre souveraineté, une vraie démocratie. Merci pour votre attention, merci d'être venu.